Qui de mieux qu'un préfet, ex-directeur de cabinet de Luc Châtel, ancien ambassadeur de France en Roumanie, qui a eu la chance de vivre 8 ans en Allemagne, 6 ans en Hongrie, 2 ans et demi en Autriche et un peu plus de 2 ans en Roumanie, peut connaître les secrets d'une expatriation réussie. Philippe Gustin est en outre depuis 1 an coordinateur de l'Union des Français de l'étranger pour les pays de la 7e circonscription législative couvrant l'Allemagne, l'Autriche et l'Europe centrale, orientale et balkanique. À ce titre, il se déplace dans la zone, rencontre des Français qui y sont installés et publie des réflexions sur son blog philippegustin.eu. Il a donc été amené à faire face aux demandes et inquiétudes des expatriés sur le terrain. Il nous reçoit aujourd'hui dans le but de dresser ci-après une liste de conseils tirés des échanges qu'il a pu avoir au cours de ses déplacements pour réussir son installation en Europe centrale et orientale. Monsieur Gustin, quelle serait votre première réaction face à un jeune qui projette de s'installer en Europe centrale et orientale ? Eh bien, tout d'abord, je l'encouragerai à le faire. Et puis, je l'avertirai, parce que ces pays d'Europe centrale et orientale appartiennent certes à l'Union européenne, et pourtant, on ne déménage pas de Paris à Cracovie comme de Rennes à Nantes. On a certes la liberté de circuler et de s'installer dans ces pays, mais pour autant, on est très vite confronté à des différences culturelles ou linguistiques. Diriez-vous qu'être bilingue est une condition indispensable ? Pour moi, c'est naturellement un plus, et je dirais même c'est une obligation à terme. Mais pour autant, la langue ne doit pas être une fin en soi. Je m'explique. Une langue, c'est comme une clé qui va vous permettre de vous ouvrir et d'ouvrir des portes vers la culture d'un pays. Donc, il faut très vite, à mon sens, dépasser les échanges avec cet espéranto minimaliste qui est devenu l'anglais, et être capable justement de maîtriser la langue du pays dans lequel on habite. Quelles sont les différences de niveau de vie entre la France et ces pays, et quelles valeurs sont mises en avant dans ces pays ? 25 ans après la chute du mur, les différences sont encore très importantes entre la France et ces pays d'Europe centrale et orientale en termes de niveau de vie. À titre d'exemple, le salaire médian dans un pays comme la Roumanie aujourd'hui est de 300 €. Cela explique l'impatience, et en particulier de la jeune génération qui a souvent eu l'occasion d'étudier en Europe occidentale et qui doit travailler pour des salaires très bas, y compris pour des entreprises internationales. Donc la conclusion, c'est une migration très forte des jeunes de ces pays vers les pays d'Europe centrale et orientale. Et puis en parallèle, nous avons un autre mouvement depuis quelques années que je constate moi au cours de mes déplacements dans ces pays. Il y a de plus en plus de jeunes Français qui s'installent et qui travaillent dans ces pays d'Europe centrale et orientale pour des contrats et des salaires locaux. La relation au travail est aussi très différente dans ces pays. Ils ne connaissent pas en effet de système de protection de l'emploi et de protection chômage en particulier, et donc il n'y a pas d'alternative à l'emploi. Donc on reste attaché à son travail, et pour autant, on peut être prêt aussi à être débauché par une entreprise qui vient chercher vos compétences et qui accepte de vous payer mieux. Comment préparer son expatriation ? Il y a à l'heure des réseaux sociaux multiplicité de sites, de blogs et d'échanges sur les réseaux sociaux qui permettent justement de se préparer à cette expatriation. Donc je conseille d'avoir ces échanges, d'en lire un maximum, mais de ne pas négliger non plus les sites plus institutionnels, que ce soit ceux du ministère des Affaires étrangères ou ceux de l'Union des Français de l'étranger ou de la Caisse des Français de l'étranger qui ciblent des sujets plus particuliers comme la retraite ou la protection sociale. En tout état de cause, il faut multiplier les sources d'informations pour ne pas avoir qu'un seul son de cloche. Et puis, il y a des expériences intéressantes, comme celle de Craco Travail, qui facilitent l'installation en permettant un lien entre l'offre et la demande. Au vu de votre expérience, pourriez-vous nous dire quelles sont les formalités indispensables à remplir avant de partir ? Une chose est sûre, il faut aussi anticiper les coups durs. N'attendez pas de perdre vos papiers ou d'être arrêté par les autorités locales ou d'avoir des soucis avec vos voisins pour vous inscrire au consulat ou à l'ambassade. Aujourd'hui, malheureusement, seul un Français sur 3 résidant à l'étranger est inscrit sur le registre des Français de l'étranger. Et pourtant, cette procédure qui est désormais en ligne est extrêmement simple et surtout, elle vous simplifiera la vie le jour où vous aurez quelques petits soucis. Donc, je ne peux que vous y encourager et vous encourager aussi à vous inscrire sur la liste électorale du consulat
qui vous permettra de participer aux élections dans votre pays de résidence. Donc, une expatriation réussie, c'est avant tout comprendre l'environnement dans lequel vous vous trouvez, comprendre les relations intergénérationnelles, comprendre les relations hiérarchiques dans le monde du travail. Et c'est tout cela qui vous permettra de mieux vivre dans le pays où vous avez choisi de vous installer. Quels sont selon vous les critères d'un bon collaborateur? La notion de bon collaborateur variera beaucoup selon la taille de l'entreprise ou le positionnement dans l'organigramme. Ces pays d'Europe centrale et orientale ont de tout temps privilégié une formation de qualité. Et pour autant, au sein de l'entreprise, ce qui va être privilégié, c'est naturellement la compétence professionnelle. Comment prévenir alors l'apparition de ces tensions? Et est-ce que quelque chose de typiquement français énerve sur place? Oh oui, et on le sait bien, c'est la soi-disant arrogance française qui est malheureusement avérée dans beaucoup de cas. Dire le français, il a les meilleurs diplômes, il croit qu'il sait mieux faire que les autres. Et pour autant, il faut vraiment avoir conscience que de plus en plus, d'abord, ces pays ont des universités qui sont parfois mieux reconnues que les universités occidentales dans certains domaines. Et puis deuxièmement, vous avez en face de vous des jeunes qui ont aussi fait des études dans les mêmes universités que vous et qui ont des diplômes qui sont équivalents aux vôtres. Donc encore une fois, ce qui fait la différence, ce ne sont pas vos diplômes, mais votre compétence. Et à l'inverse alors, est-ce que quelque chose de typiquement français séduit? Ben oui, le charme bien sûr. Mais au-delà de cette boutade, il y a des domaines dans lesquels notre expertise est reconnue. Je pense en particulier les métiers de bouche, je pense en particulier la mode. Et donc si vous avez la chance de travailler dans ces domaines-là, vous aurez la possibilité d'apporter une valeur ajoutée, même si ces pays aussi sont aujourd'hui en pointe dans certains domaines. En tant que Français ayant vécu dans ces pays, quelle image en avez-vous? J'ai vécu l'essentiel de ma vie d'adulte dans ces pays-là. Donc ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est le fait que vu de France, on a l'impression qu'ils se ressemblent. Or, ils sont très différents parce qu'ils ont une histoire, une culture, une relation sociale qui est très différente d'un pays à l'autre. Et donc concrètement, moi aujourd'hui, j'ai l'impression souvent que je comprends mieux ce qui se passe dans ces pays-là que ce qui se passe en France. Et c'est pour ça que dès que je peux, je suis là-bas. Finalement, que faire pour lutter contre le mal du pays? D'abord, je crois qu'il faut reconnaître que tout ça est normal. Quand on s'expatrie, on a des moments où on se sent déraciné et où on se sent plus mal. Je pense d'ailleurs curieusement que les moyens de communication comme Skype ou WhatsApp aujourd'hui sont même générateurs de ce mal du pays. Parce qu'on est curieusement plus facilement en relation avec ses amis, avec sa famille, et pour autant tout ça n'est que virtuel. Et donc il faut trouver en soi les moyens de surmonter ce mal du pays. Alors il y a plusieurs manières de faire. Il y a ceux qui vont privilégier l'immersion directe et rapide dans le pays. Et puis il y a ceux qui préféreront rester entre Français pour se sécuriser. Et je pense qu'il y a un subtil équilibre entre cela qui permettent à la fin à la fois de se sentir bien dans le pays dans lequel on vit et puis de continuer, quoi qu'il arrive, à être français.